Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention, mon cher François, permets-moi en tout premier lieu de vous remercier chaleureusement pour votre présence parmi nous à l'ouverture de ces 28e universités d'été de la CSMF. Je sais combien votre agenda est contraint. Votre présence parmi nous vous a obligé à bouleverser votre emploi du temps. Et le grand écart annoncé lundi matin par un coup de fil quand je sortais du bloc d'endoscopie m'a fait chaud au cœur de ce grand écart. Et ce signe fort, parce que je pense que c'est un signe, c'est le témoin de la place que vous souhaitez donner à la médecine libérale. Et la CSMF vous en remercie. Le titre de ces 28e universités pourrait vous surprendre et apparaître un brin alarmiste. Non à la nationalisation de la médecine libérale. Et pourtant, nous traversons une période inédite dans l'histoire du système de santé français. Les Français manquent de médecins. Plus de 6 millions de nos concitoyens n'ont pas de médecin traitant. Si la moitié d'entre eux n'en avaient jamais déclaré, on sait que la moitié d'entre eux ont vu leur médecin cesser leur activité professionnelle. 600 000 patients, 620 000, disait dans la presse spécialisée Marguerite Cazeneuve hier, je crois, patients en affection longue durée n'ont plus de médecin. Et n'en doutons pas, si nous ne faisions rien, cette situation ne pourrait que s'empirer. Les publications récentes de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des tests statistiques de votre ministère, l'adresse, révèlent que le nombre de médecins va continuer à baisser jusqu'en 2030 et qu'il faudra attendre 2035 pour retrouver tout simplement la démographie d'aujourd'hui. Les transitions épidémiologiques, avec une augmentation forte des maladies chroniques, mais aussi les transitions professionnelles, avec des jeunes générations qui aspirent à une vie différente que celle menée par leurs aînés, vont ou peuvent accentuer ce manque de médecins. Nous pourrions regarder derrière et pointer un doigt accusateur vers les responsables politiques qui, depuis 40 ans, ont instauré un numerus clausus très dur, et étant d'une génération proche, je pense qu'on l'a subi tous les deux, dans une optique purement économique. Nous pourrions incriminer les coupes budgétaires ou encore l'impact négatif de nombre d'Ondam, mais cela ne résoudra rien. À cette crise sans précédent, il existe des solutions. Et ces solutions ne se trouvent pas dans la nationalisation de la médecine libérale. En Saône-et-Loire, le salariat de 70 de nos confrères coûte au département plus d'1 million d'euros par an. Nos confrères salariés y ont une patientèle de patients quasiment 3 fois moindre que leurs homologues libéraux. Et je passerai sous silence les centres de santé qui vantent une médecine à 35 heures, sans astreinte, ni soins non programmés, ni permanence de soins. Les solutions ne se trouvent pas non plus dans la coercition ou la remise en cause de la liberté d'installation, chère au groupe parlementaire des deux chambres qui se font appeler le groupe transpartisan. Non, Monsieur le Ministre, la solution ne se trouve pas dans la contrainte. Et je sais que nous partageons cette analyse. Nous manquons de médecins partout, dans de nombreuses spécialités médicales, dont la mienne, même à l'hôpital. Sachez que 25% des PUPH de mon exercice, les gastroentérologues, prendront leur retraite dans les 5 ans. Et qu'ils s'en inquiètent, parce qu'ils n'auront pas assez de jeunes confrères pour succéder à ces postes pourtant parfois convoités. La quasi-totalité des hôpitaux généraux est en déficit de médecins et ne fonctionne que grâce à des confrères étrangers dont nous devons saluer le dévouement. Et tenter de nous convaincre en parlant du succès de la régulation des infirmiers libéraux et des masseurs-kinésithérapeutes est un non-sens. Ces deux professions étant en France en démographie suffisante, bien qu'il y ait quelques trous, et parfois excédentaires. Alors que faire? Les solutions existent et elles fonctionnent. La boîte à outils qui vous est chère, proposée par la mission Flash, nous a permis de passer un été beaucoup plus serein que ce que nous craignons tous. Vous me permettrez à ce stade de saluer vos propos, reconnaissant et saluant le rôle central joué par la médecine libérale et reconnaissant que le SAS à 15 euros, on ne va pas entamer cette polémique, mais ça marche. Et finalement, sans trop transgresser les propos du directeur général de l'assurance maladie, M. Thomas Fatome, il ne nous a pas fait le scoop de nous dire on y va, mais en tout cas, il y a une ouverture. Les solutions existent, mais imposent de réhabiliter le mot confiance. On ne construit pas un nouveau pacte social avec les Français et les différents acteurs de la santé sans que la confiance ne soit le maître mot. Alors oui, nous avons tous des devoirs, tous, de tous secteurs, médecins libéraux et médecins salariés, autres professionnels de santé et usagers, État et collectivités locales, assurance médicale obligatoire et organismes complémentaires de santé. Mais pour cela, nous devons reconnaître les droits de chacun,
On ne réformera pas notre système de santé en rémunérant la consultation du médecin à 25 €. Cette rémunération est devenue indigente et ne permet pas aux médecins de s'organiser pour répondre aux besoins de soins de la population française. À l'heure où va débuter à l'automne de tous les dangers, diront certains, mais surtout, je l'espère et j'y crois, l'automne des initiatives et du courage politique. À quelques jours du lancement de la conférence des parties prenantes, aujourd'hui dénommée CNR Santé, des débats du PLFSS qui seront annoncés lundi matin au Conseil des ministres avancé, du début des prochaines négociations conventionnelles, osons. Faisons preuve de courage et d'initiative. Acceptons de faire confiance à nos médecins, mais aussi aux autres professionnels de santé, car c'est ensemble que nous relèverons le défi de l'accès aux soins et que nous saurons donner un souffle nouveau à la médecine française. Le principe de la boîte à outils nous sied, car les problématiques sont différentes d'un bassin de population à un autre. Elle doit cependant reposer sur un cadre national intangible, donnant à tous les mêmes égalités de chance. Ces 3 jours vont nous permettre de débattre et d'enrichir nos réflexions autour des propositions et des valeurs que nous portons tous. Aux tentatives de coercition et aux tarifs inadaptés de notre exercice, nous, la CSMF, proposons une politique de liberté et de responsabilité. Mon cher au conseiller santé de la Première ministre, M. Cédric Arcos, qui nous souhaite de bonnes universités par SMS il y a 5 minutes. Alors oui, osons. Osons aller vers une hiérarchisation des consultations médicales permettant, en rémunérant l'expertise, de libérer du temps médecin. Osons mettre enfin l'accent sur l'exercice coordonné sous toutes ses formes, et notamment les équipes de soins primaires et spécialisées. Osons enfin accepter qu'un acte technique et qu'une consultation puissent être associés pour le plus grand bien des patients et un meilleur accès aux soins. Osons revoir le régime incongru des associations d'actes techniques. Osons rémunérer la permanence de soins dignement. Osons, comme vous venez de le faire, prendre le virage de la prévention et aller vers des consultations à des âges clés de la vie, comme le demandait la CSMF. Osons mieux prendre en considération les 12 500 médecins libéraux en complément de retraite dont nous avons tant besoin. Oui, osons. Ayons tous ensemble ce courage politique et évitons de tomber dans le piège de la nationalisation et de la financiarisation qui enrichiront certes quelques groupes financiers, mais détruiront ce que nous avons mis près de 80 ans à construire. Monsieur le ministre, à qui veut, il n'est chose difficile. Nous voulons. Notre détermination à redonner à la médecine libérale les moyens nécessaires pour engager sa transformation est sans faille. Monsieur le ministre, permettez-moi pour conclure de vous remercier à nouveau pour votre présence parmi nous, de vous remercier d'avoir accepté ce temps d'échange avec les médecins de la CSMF, mais permettez-moi également de saluer nos confrères et les cadres de la CSMF et de leur souhaiter de très belles universités dans cette très belle ville d'Antibes. Merci. Monsieur le ministre, monsieur le maire, président de la communauté d'agglomération, monsieur le président, mon cher Franck de Vulder, monsieur le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, cher Thomas Fatto, on ne se quitte plus en ce moment, même à l'autre bout de la France. Mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, mesdames, messieurs les professionnels de santé, chers confrères, mesdames, messieurs. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous ici à Antibes pour cette 28e édition de vos universités d'été, même si effectivement le grand écart nécessaire me laisse quelques lombalgies. Mais bon, un certain Alain P., qui je crois travaille chez vous, me parle d'Antibes depuis des années, donc je ne pouvais pas ne pas venir. Vous me connaissez pour beaucoup d'entre vous. Vous connaissez mon attachement au dialogue, à la confrontation d'idées, au débat, surtout lorsqu'il s'agit de renforcer l'accès à la santé de nos concitoyens. Je tâcherai d'être fidèle tout au long de mes fonctions de ministre de la Santé et de la Prévention à ce que je crois être la meilleure façon de travailler. De fait, je ne pouvais m'imaginer mieux entouré aujourd'hui. Qui mieux que des médecins libéraux, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, pour aborder tous ces sujets. C'est pour cette raison que vos universités d'été sont toujours un moment fort, incontournable. Ce rendez-vous prend sens et comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, ou tu l'as dit, Franck, particulièrement cette année avec les difficultés qui sont devant nous et ce sujet de la santé et de l'accès aux soins qui est extrêmement prégnant.
Nous ne pouvons plus fermer les yeux devant ce malaise qui parcourt notre système de santé tout entier. Le Covid a montré les fragilités de notre système, en même temps que son extraordinaire capacité à rebondir, à s'adapter, à répondre à l'appel, et vous y avez pris, libéraux, une part très importante. Mais si nous sommes loin des plus hauts niveaux de la crise, nous ne pourrons pas nous contenter de reprendre comme si de rien n'était. Aujourd'hui, l'heure est venue de nous rassembler, de passer à la vitesse supérieure pour nous réorganiser, apporter de nouvelles réponses aux besoins de santé de nos concitoyens partout sur le territoire. Alors je commencerai par vous dire quelques mots de mon état d'esprit. Mes maîtres mots seront la confiance et la responsabilité collective. Notre but de guerre, il est clair. Répondre aux besoins de santé, lutter contre ces inégalités d'accès à la santé pour toutes les Françaises et tous les Français, peu importe où ils habitent, leurs revenus, leurs conditions sociales. C'est mon objectif, c'est un objectif non négociable. En dehors de ce cap, vous le savez, je n'ai aucun dogmatisme. Mon esprit, ma démarche, c'est de parier sur le terrain, sur nos professionnels de santé qui le connaissent mieux que personne, c'est de parier sur vous. Vous nous dites, faites-nous confiance pour résoudre les problèmes, pour assurer la permanence des soins. Je vous réponds, montrez-nous que vous en prenez l'initiative, que vous vous organisez, et nous serons en soutien. La liberté et l'indépendance, je sais qu'elles sont l'ADN de notre médecine libérale, dans son nom même. Et il ne s'agit pas pour l'État de contraindre notre médecine libérale, outre mesure, encore moins de la nationaliser. Mais cela dépend aussi de vous. Soit la responsabilité collective est là, avec une auto-organisation de nos professionnels de santé pour déployer cette réponse sur tous les territoires, soit les contraintes, et tu l'as évoqué, viendront d'ailleurs. Mais je sais que vous serez au rendez-vous. C'est la première chose que je voulais vous dire aujourd'hui, une marque de confiance, une marque de respect, un appel à vous engager. Ensuite, plusieurs échéances structurantes vont nous occuper dans les mois à venir. En premier lieu, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce sera mon premier. La convention médicale seront des briques majeures pour améliorer notre réponse collective aux besoins de santé. Le PLFSS 2023, qui sera présenté la semaine prochaine, arrive dans un moment contraint. Vous le savez, la soutenabilité financière de notre système de santé a été mise à rude épreuve par la crise sanitaire. Les Français attendent des mesures fortes pour améliorer l'accès à un médecin. Je l'ai déjà dit, je ne crois pas aux mesures simples, voire simplistes. L'obligation n'est pas la solution pour moi. Je crois davantage à la logique de responsabilité collective, mais elle doit produire des résultats. Ce PLFSS rejoint les priorités de la négociation de la convention médicale dont Thomas Fatome vous a dit quelques mots cet après-midi. Pour cette nouvelle convention médicale, je vois 4 enjeux majeurs. Renforcer la prévention et la qualité des soins, agir contre toutes les inégalités d'accès à la santé, libérer du temps médical, du temps de soins, et avancer sur l'usage du numérique en santé. Et je veux vous rassurer, mon cher Franck, je continue à porter l'ambition d'une convention unique, impliquant à la fois les généralistes et les spécialistes, pour l'instant. En second lieu, le volet santé du Conseil national de la refondation, que je lancerai le 3 octobre prochain, aura vocation à enrichir et prolonger ses premières étapes. Mon ambition de ministre de la Santé et de la Prévention est à la fois simple et exigeante. C'est de faire évoluer notre système de santé vers une approche, et je le dis souvent, centrée sur les besoins de nos concitoyens, vers une approche éthique, vers une approche du sens et des solutions. Alors, puisque cet effort de concertation va tout particulièrement nous mobiliser, je souhaiterais vous dire quelques mots de la démarche qui sera la nôtre. Pour la méthode, elle sera d'abord concertée, bien sûr. Cela ne nous empêchera pas de répondre aux situations urgentes, notamment en matière d'accès aux soins non programmés. Partout sur le territoire, nos concitoyens doivent savoir à qui s'adresser et à ce titre, le service d'accès aux soins doit se déployer rapidement. Il doit se déployer rapidement avec vous, pour vous et par vous, je pourrais dire. Notre méthode sera aussi pragmatique parce que nous cherchons à simplifier tout ce qui peut l'être dès que possible. Et ce, tant pour les soignants que pour le parcours de soins des soignés. Enfin, j'y tiens beaucoup, nous allons faire le pari des territoires, le pari du terrain. Les besoins ne sont pas les mêmes dans l'Est mosellan, à Paris ou ici à Antibes.
C'est pour cela que notre approche sera différenciée. Mesdames et messieurs, voilà l'esprit dans lequel le CNR Santé s'ouvrira très prochainement, le 3 octobre prochain, et 2 provinces du Mans. Ce n'est pas un hasard, c'est pour bien marquer mon attachement à cette logique de territoire. Je m'investirai pleinement, mais je ne m'investirai pas seul. J'ai besoin de vous. Faites vos propositions, prenez l'initiative sur le terrain. C'est d'autant plus important que des idées, vous en avez et vous en aurez encore. Si vous voulez qu'elles vous conviennent, le plus simple, c'est qu'elles viennent de vous. Je profite donc de cette occasion pour détailler rapidement les priorités qui doivent nous mobiliser collectivement dans les mois à venir. La première priorité, vous en êtes conscient, c'est la lutte contre toutes les inégalités d'accès à la santé, avec ce premier ennemi qui revient dans toutes les discussions, les déserts médicaux. Notre objectif, c'est bien un objectif de bon sens. C'est que chaque Français ait accès à un médecin traitant. Et ce, en priorité pour les 600 000, 400 000 patients en affection de longue durée, les personnes âgées et handicapées qui en sont dépourvues aujourd'hui. Alors nous devons multiplier les leviers pour lutter contre ce fléau. Il y a notamment la question de la 4e année d'internat de médecine générale, sur laquelle je souhaite que nous puissions avancer en concertation avec les internes, les enseignants. Et nous avons mobilisé aujourd'hui, avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, une mission de travail qui doit nous rendre ses conclusions avant la fin de l'année sur l'organisation de cette 4e année d'internat qui est un engagement du président de la République. Ensuite, je tiens à dire un mot du débat sur la liberté d'installation. Vous le savez, beaucoup demandent à ce qu'on revienne dessus. On me répète par exemple qu'on contraint bien les enseignants à aller partout sur le territoire. C'est un discours que vous connaissez par cœur. Cet argument et cette comparaison ne fonctionnent pas, comme j'ai eu à le dire récemment sur France Inter. D'abord parce qu'en réalité, un médecin hospitalier qui choisit une carrière non pas libérale ne va pas où il veut. Il est recruté dans un établissement dans lequel il existe un poste vacant. Alors bien sûr, médecins libéraux, vous choisissez votre lieu d'installation, mais un enseignant peut faire le même en rejoignant l'enseignement privé sous contrat, par exemple. Même comparaison avec les magistrats, selon que vous décidez d'être magistrat, procureur ou avocat, eh bien sûr, les procureurs de la fonction publique ne choisissent pas leur lieu d'installation, leur lieu de travail, ils vont là où il y a de la place. Par contre, un avocat s'installe où il veut. Mais surtout, au-delà de cette comparaison avec l'enseignement, l'obligation n'est à mon sens pas la bonne solution. C'est d'ailleurs ce qui est montré par des exemples, y compris étrangers. Mon objectif, c'est d'inciter plus fortement, et même de convaincre, c'est d'avoir des médecins qui s'installent volontairement dans les territoires sous-dotés et qui s'y investissent. C'est tout l'objectif notamment des aides financières, comme l'aide à l'installation. J'entends, je lis que ces aides ne fonctionnent pas. Je pense surtout qu'elles sont trop complexes. J'aurais donc à cœur de les simplifier et que nous passions à une logique de guichet unique pour mieux accompagner les médecins qui cherchent à s'installer. Nous faisons confiance aux acteurs de terrain, mais il faudra des résultats. C'est la raison pour laquelle il nous faudra aussi prévoir des solutions pour les territoires où il ne se passe rien, car nous ne pouvons pas abandonner nos concitoyens. En bref, il n'y a pas de solution miracle pour les déserts médicaux. Ce dont nous avons besoin pour réussir, et tu disais très bien, c'est d'une boîte à outils, d'un panel de solutions dans lesquelles chacun peut puiser. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un changement de méthode qui responsabilise tout le monde. C'est pourquoi le renforcement de la permanence des soins doit être notre priorité et doit vous mobiliser pleinement. Là aussi, je vous le disais, et vous le savez, il y a 2 alternatives. Soit nos professionnels de santé s'organisent entre eux, se positionnent eux-mêmes en veillant à offrir à nos concitoyens un accès des soins non programmés sur tout le territoire, en soirée et le week-end. On ne va pas relancer ce débat totalement inutile de minuit, 7 heures du matin. Tant qu'encore médecin de SAMU, je sais parfaitement, et vous le savez pour ceux qui rigolent, qu'après minuit, on est dans du conseil médical où il faut aller à l'hôpital. Il n'y a pas de juste milieu. Soit ils ne le font pas, et nécessairement, il faudra prévoir quelque chose. Je vous le dis, le gouvernement prendra ses responsabilités, je prendrai mes responsabilités. On ne peut plus, on ne doit plus tergiverser lorsqu'il s'agit de l'accès aux soins de nos concitoyens. Les médecins ont une responsabilité en matière d'accès aux soins. Tous les professionnels de santé ont cette responsabilité, elle doit s'exercer collectivement.
L'effort doit être organisé pour produire des résultats et pour que ce soit bien tous les médecins du territoire qui se mobilisent. Libéraux, salariés, hospitaliers, du public comme du privé, y compris de structures qui, par exemple, ne travailleraient jamais la nuit et le week-end. Tous doivent participer à l'effort, quel que soit leur statut. C'est une question d'équité et d'efficacité. À ce titre, vous disposez de plusieurs leviers qui fonctionnent dès qu'on les mobilise. Je pense bien sûr aux services d'accès aux soins, les fameux SAS, dont nous devons accélérer le déploiement. Ils permettent de structurer la réponse aux soins non programmés. Par exemple, lorsqu'un médecin traitant n'est pas disponible, vous avez ici des experts qui ont travaillé sur le sujet et qui nous ont permis cette réussite. Pour que ça marche, il faut que chacun s'implique. Il faut des médecins volontaires pour assurer la régulation médicale. Et il faut des effecteurs pour prendre en charge ces soins. Sur ces sujets, vous le savez, nous allons tirer toutes les leçons de l'expérience de cet été. J'ai souhaité encourager les médecins libéraux à prendre leur part à la prise en charge des soins non programmés, ce à travers la majoration de 15 € pour tout acte effectué à la demande de la régulation du SAMU ou du SAS. Je me félicite de la mobilisation qui a été mise en œuvre, même si cette majoration n'a été utilisée que par 4% des médecins généralistes libéraux. J'entends le débat sur le fait que le SAMU, le SAS ne vous auraient pas envoyé assez de patients. Nous devrons voir ce qui s'est passé et en tirer toutes les leçons. Pour autant, ne pas remettre en cause quelque chose qui, j'en suis persuadé, est efficace. En parallèle, il y a eu des médecins libéraux qui se sont vraiment engagés. Dans beaucoup de territoires, des organisations ont été montées par les libéraux pour permettre la prise en charge des soins non programmés. De manière temporaire, pour soutenir le système très en tension cet été, ça a très bien fonctionné. Je veux les remercier. Je veux remercier tous ceux qui ont relevé le défi de l'été pour que tout le monde nous promettait impossible. Je sais que ce fut difficile. Je sais que cela a nécessité des efforts importants. Le système a tenu. Nous aurons l'occasion d'avancer sur tous ces sujets dans les mois à venir. Mais là encore, je vous le redis, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre engagement. Vous l'avez prouvé cet été. L'accès à la santé pour tous les Français se fera avec la médecine libérale ou ne se fera pas. Notre deuxième priorité, ce sera précisément de remettre le rôle du médecin au cœur du soin. Cela implique d'abord de libérer du temps médical. En tant qu'urgentiste, je sais à quel point nos soignants veulent soigner et pas passer des heures derrière un ordinateur ou remplir des papiers. Libérer du temps médical, cela implique donc de simplifier tout ce qui peut l'être et de se reposer sur les autres professionnels de santé, en pleine complémentarité. Il y a beaucoup de dispositifs dont vous pouvez vous saisir. Je pense bien sûr aux assistants médicaux mis en place pendant le précédent quinquennat. Les premiers résultats sont très positifs. La CNAM a montré que cela permet aux médecins d'augmenter de 10% en moyenne leur patientèle. C'est une formidable corde à notre arc pour décharger les médecins, leur donner plus de temps avec leurs patients. Je souhaite, dans ce cadre précis, que nous passions à la vitesse supérieure, qu'il y en ait partout, prioritairement bien sûr dans les zones sous-denses, y compris pour des médecins isolés. Pour y parvenir, nous allons simplifier les règles en la matière. Nous travaillons également avec le soutien des ordres sur le transfert de tâches et de délégation de compétences aux autres professionnels de santé. Certains actes, et vous le savez parfaitement, peuvent très bien être réalisés par un infirmier, un kiné, un pharmacien. Cela fait donc partie des sujets sur lesquels j'ai demandé aux ordres des professions de santé de me faire des propositions d'ici la fin du mois. Je sais leur débat fréquent et animé sur le sujet, mais je ne doute pas qu'ils arriveront à un consensus. Dans ce sujet de transfert des compétences, j'entends bien sûr les interrogations sur la rémunération que les médecins risqueraient de perdre du fait de la délégation de ces actes. J'y suis attentif, nous construirons des solutions ensemble. Surtout, je tiens aussi à insister sur un point. Même si nous cherchons à diversifier les modes de rémunération, nous n'allons pas revenir sur la place centrale de la rémunération à l'acte, qui fonctionne et à laquelle je sais que vous êtes très attachés. En bref, le maître mot, c'est le collectif, la complémentarité. Ce dont je suis certain, c'est que nous ne pouvons pas ne pas relever les défis de notre système de santé et que pour les relever, nous devons le faire de façon collective et pas chacun dans son coin. Retrouvons l'esprit Covid qui a fait tomber les barrières entre la ville et l'hôpital, entre l'hôpital et la clinique, entre les médecins et les professionnels de santé. Je compte sur les médecins libéraux pour ouvrir la marche.
Enfin, je vais terminer, j'ai été long, en vous disant un mot sur la prévention. Le rôle d'un médecin, c'est bien sûr de guérir, mais c'est aussi de prévenir, autant que possible, la maladie. Vous le savez, la France a un retard en matière de prévention. L'un de mes chevaux de bataille est donc de faire entrer la prévention dans une nouvelle dimension, en la mettant au même niveau que le soin, et surtout en la faisant rentrer dans le quotidien des Français de manière positive, et non plus en cherchant à les culpabiliser systématiquement. À terme, nous visons un véritable continuum, allant de la prévention au suivi, en passant par le dépistage et le soin. Vous jouerez un rôle essentiel dans ce combat avec les rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie. Vous êtes déjà très impliqués, je vous en félicite. Nous allons redoubler d'efforts dans ce combat et nous aurons bien sûr l'occasion d'y travailler lors du Conseil national de la refondation en santé. Mesdames, Messieurs, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne m'adresse pas seulement à des professionnels du secteur de la santé, à des élus, à des médecins de tous horizons, je m'adresse aussi à une équipe. Oui, car une équipe, c'est avant tout des personnes qui poursuivent ensemble le même objectif. Le nôtre, c'est de servir au mieux la santé de nos concitoyens. Je n'ai pas pu résister à l'envie de vous proposer une citation de Michel Serres, Lot-et-Garonne, grand amateur de ballon ovale. Michel Serres disait « Au rugby, tout le monde regarde l'équipe et pas le ballon. Or, l'important, c'est le ballon. C'est lui qui fait l'équipe. Notre ballon, c'est mieux soigner nos concitoyens. Tous ensemble, je suis convaincu que nous allons y arriver. Je compte sur vous pour reprendre ce ballon bon. Vous pourrez aussi compter pleinement sur moi. Je me tiens donc à votre disposition pour répondre à quelques questions et je vous remercie. On va s'asseoir, non? On va faire comme d'habitude, donc on se tutoie et on s'appelle par nos prénoms. C'est plus facile. Merci, parce que je pense que c'est le discours que nous attendions. Donc merci. Je vais commencer par la fin et poser 2 questions, et avant d'inviter les uns et les autres à vous rapprocher du micro, parce que on a effectivement ce temps de questions d'une demi-heure à peu près, avec François Braun, et encore merci d'être là. Merci pour la prévention, parce que finalement, on a retenu... Moi, je me souviens de notre première rencontre. On a eu 2 rencontres, une rencontre en visio, et puis on a une rencontre dans ton ex-maison, au SAMU de France, proche d'une gare de l'Est qu'on fréquente tous les deux souvent, parce que moi, je m'arrête en Champagne, et toi, tu pars un peu plus loin, en Lorraine. Et je me souviens, on allait ensemble, c'était avant, dans l'entre-deux tours ou l'avant les tours, et on allait ensemble à l'association des maires ruraux de France qui t'avait convié avec d'autres à défendre ton poulain, finalement, si je devais m'exprimer ainsi. Et son cheval de course, absolument. Ta Formule 1, on peut l'exprimer différemment. Mais on avait échangé sur plein de choses, et dont la prévention. Et la prévention, on avait dit, nous, la CSMF, on défend des consultations de prévention à des âges clés de la vie. C'est ce qu'on a dit lors d'une mission IGAS qui a été menée il y a 1 an et demi. On n'avait pas tout à fait les mêmes âges. On avait 25, 45, 50, mais on avait 12, 13, 14 parce que la problématique de l'adolescent. Donc merci, même si, comme j'en parlais à Thomas Fatome tout à l'heure, avec qui nous débattions, restera le qui l'a fait, comment, et finalement c'est une consultation longue. J'avais 2 questions à poser. La première, on a évoqué ce sujet l'ensemble chez toi, dans ton bureau, avec une vue incroyable. Et merci de nous mettre du bon côté pour voir la Tour Eiffel. 2 questions. Une qu'on a évoquée, qui sont les rendez-vous non programmés. Pourquoi? Parce que, alors que grâce aux agendas partagés, cette pratique avait sensiblement diminué, elle devient aujourd'hui le lot et le quotidien de chacun d'entre nous. Je trouve que c'est un problème de civisme. Et quand on parle droit et devoir, et j'en parlais tout à l'heure, le droit et le devoir, c'est le droit et devoir pour tous, y compris pour les usagers qui oublieraient de prévenir leur médecin. Il y a des solutions techniques, mais jusqu'où faut-il aller? Et la deuxième question, c'est l'attractivité du métier. On a vu que dans une profession proche de la nôtre, mais autre que la nôtre, qui sont les pharmaciens, 30% des postes en 2e année de faculté de pharmacie sont laissés vacants. On a des problèmes pour accueillir. Moi, je crois beaucoup à la formation, et que je pense que c'est un enjeu de l'attractivité. Et on sait que si les spécialistes en médecine générale, dans leur cursus de formation, ont réussi ce pari d'avoir des internes dans leur cabinet,
c'est un peu moins vrai pour les externes et les assistants partagés, et c'est surtout quasiment pas vrai, à quelques exceptions près, pour les médecins spécialistes de deuxième recours. Quel est ton avis sur ces deux sujets? Merci. Alors, la question du pas venu, pas prévenu, finalement, Absolument. c'est un petit peu ça. Bon, je ne peux qu'être d'accord avec le fait que c'est non seulement un manque de civisme, mais en plus ça perturbe le fonctionnement des cabinets médicaux, mais aussi de l'hôpital. J'étais il y a 2 jours à Saint-Cloud à la maternité et la chef de service m'expliquait que tous les matins, elle avait 2 rendez-vous qui n'étaient pas venus, pas prévenus. Donc ça perturbe aussi son fonctionnement. Donc je crois qu'effectivement c'est un problème. Et dans les discussions que nous allons avoir dans le cadre du CNR Santé, il y a bien sûr cette impérative nécessité d'avoir autour de la table les professionnels de santé, les élus, mais aussi nos concitoyens. Et je crois vraiment qu'il faut qu'on pose cette question. Je poserai cette question sur la table. On fait quoi? Alors, une fois qu'on a posé les questions, on va voir quelles sont les solutions qui sont proposées. Il y a plein de choses qui passent. Tu en sais quelque chose? Ne pas rembourser l'examen après, machin. Enfin, je ne sais pas aujourd'hui quelle est la meilleure chose. Mais il est évident qu'il faut aussi que nos concitoyens se rendent compte que quand on ne vient pas, qu'on ne prévient pas, ben non seulement c'est idiot pour soi, parce qu'a priori on avait quelque chose, et ensuite ça pénalise les autres. Alors je sais que les gestionnaires d'agenda médicaux travaillent sur cette impossibilité demain de pouvoir prendre plusieurs rendez-vous chez un même spécialiste, puis finalement choisir celui qui répondra ou celui qui vient le plus vite et pas annuler les autres. Donc je pense qu'il y a des solutions techniques, il y a des solutions de bon sens. On va voir un petit peu ce qu'il faut faire. Sur la formation, je te rejoins complètement sur la formation. Nous avons un problème de formation pour les professions de santé. Les métiers ne sont pas attractifs, ça c'est quelque chose, il faut qu'on les re-rende attractifs, il n'y a aucune raison. Mais on a surtout des formations, et on parle de la formation en médecine, mais aussi de la formation infirmière, qui sont en complet décalage avec la réalité de l'exercice. Le cadre de formation n'a pas évolué depuis des années, alors que les modalités d'exercice ont évolué. Et ce que tu dis sur l'exercice hors hôpital, c'est évident qu'il faut qu'on développe l'exercice hors hôpital. Je vais même plus loin, cet exercice ambulatoire, ou chez des spécialistes qui ne sont pas hospitaliers, doit pouvoir se développer dès le début des études, et a fortiori dans les zones de désert médical. Puisque c'est quand on montrera aux jeunes un exercice différent, des modes d'exercice différents, qu'on va les mobiliser pour ce faire. Alors là, tout le monde est concerté. L'enseignement, les doyens, j'en ai discuté avec eux, ils sont prêts à faire le pas, parce qu'il faut là aussi réorganiser l'enseignement, parce que le jeune, s'il a son stage le matin et des TP l'après-midi, alors on m'a dit que c'était plus le cas, mais enfin bon, j'ai des doutes, et que le stage, il le fait à 150 km, c'est évident qu'il ne pourra pas. Il faut aussi s'arranger pour qu'il soit logé. J'ai vu des superbes réalisations dans le nord de la Meurthe-et-Moselle ou dans une maison médicale. On a bien prévu le logement pour les étudiants en santé, donc ils n'ont pas à payer en plus. Enfin, on a plein de choses à mettre sur la table. Mais en tout cas, moi, je tiens à ce que les stages se fassent plus en ambulatoire et se fassent plus dans les territoires que dans les grandes villes. On organise tout ça ensemble, mais je suis persuadé qu'on va y arriver. Merci. Je vous réinvite à rejoindre les micros. J'ai encore 2 questions finalement. Le temps que Bruno arrive, j'ai encore 2 questions. Une question qui a fait l'objet d'un de nos communiqués de presse en début de semaine sur l'indépendance de notre système de santé. C'est-à-dire, non pas la nationalisation, mais la financiarisation. On sait combien ça impacte les établissements de santé privés, mais la biologie médicale, mais aujourd'hui, quel est l'appétit d'un certain nombre de fonds, de pensions, d'investissements, parfois nationaux et souvent extra-nationaux, qui regardent d'un œil attentif la radiologie, l'anatomopathologie, mais demain tous, parce que quand on sera tous réorganisés, et tel est ton vœu, et tel est le mien, on va devenir des proies faciles et tentantes, et il sera difficile d'y résister. Et donc, je ne sais pas si... c'est compliqué comme sujet, hein, mais... C'est compliqué, ça ne va pas se régler en 2 minutes. Je rajouterai à la liste la biologie qui subit actuellement une financiarisation massive et pour laquelle il va falloir qu'on travaille avec les biologistes pour ne pas être embarqué dans quelque chose qui amènerait des scandales comme on en a connu par cette financiarisation. Alors elle n'est pas de base mauvaise, mais c'est surtout l'utilisation qui en est faite et
et garantir à tout prix la qualité et la sécurité des soins. Ça, c'est la première chose. Garantir aussi l'équité dans la couverture de la prise en charge. Et cette équité, elle passe aussi par, je le disais tout à l'heure, des gardes, des astreintes, enfin des gardes, la nuit, le week-end, qui doivent être faites aussi par ces structures. Bruno Perotti, que tu connais, donc neurologue, président du syndicat des neurologues et des spécialistes CSMF. Monsieur le ministre, encore merci d'être ici. Deux sujets que je voulais évoquer avec vous. D'une part, la hiérarchisation des consultations qui concerne tous les médecins, qu'ils soient spécialistes en médecine générale ou des autres spécialités. Nous portons cette hiérarchisation simplifiée au sein de cette maison et nous avons essayé de la construire. Je crois qu'on a discuté tout à l'heure avec monsieur le directeur général de la CNAM. Il me semble que cette expertise médicale qu'on porte dans ces consultations doit être reconnue avec une valorisation suffisante. Donc, un peu la première question, est-ce qu'on donnera les moyens à monsieur le directeur général de répondre à nos attentes qui sont, à mon avis, raisonnables, mais il faudra quand même lui donner les moyens. Deuxième sujet que je voudrais évoquer avec vous, c'est les équipes de soins spécialisées. C'est aussi quelque chose qu'on porte en particulier chez les spécialistes de la CSMF, qui rentre absolument dans vos objectifs. Donc une équipe de soins spécialisés, pour résumer, c'est une équipe de spécialistes dans un territoire, à peu près un département, qui a deux missions socles. Une première mission, répondre aux soins non programmés dans la spécialité, avec des systèmes, notamment des applications qui permettent de rentrer en lien direct entre les médecins traitants ou médecins spécialistes en médecine générale et le spécialiste, et par ailleurs de programmer éventuellement des téléconsultations, des téléexpertises ou des consultations urgentes. Et d'autre part, de coordonner la deuxième mission socle, donc en dehors des soins non programmés, c'est de coordonner dans le territoire la spécialité pour que le parcours de soins soit clairement identifié et beaucoup plus fluide. Ces équipes de soins spécialisées, elles peinent à se mettre en place. Ici, nous avons Patrick Assiag qui a commencé. Pensez-vous donner un coup d'accélérateur au déploiement des équipes de soins spécialisées? Merci. Alors je connais votre investissement pour les consultations graduées, qui s'entend. Hein. Alors après, il faut trouver, et c'est bien que vous ayez saisi monsieur le directeur général de la CNAM. Je vais faire comme au rugby, je vais lui renvoyer la balle et c'est lui qui va courir le long de la ligne. Oui, bon, ok, c'est sur la table. Voilà, comme je l'ai dit, il n'y a pas de tabou. Vous avez des discussions conventionnelles qui vont démarrer. Voilà, voyons ce que ça donne. Je vous dirai ce soir ni oui ni non. Je dis, il faut voir. De la même façon sur ces équipes de soins spécialisées, comme je vous l'ai dit, moi je suis d'abord pragmatique. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui fonctionne et qui répond aux besoins de santé de la population, eh bien on le met en place, on le prolonge, on adapte le cadre pour qu'il fonctionne mieux. Voilà, c'est un petit peu mon credo par rapport à ça. Ça répond à des besoins de santé de la population, des besoins de santé prioritaires d'abord, parce qu'on ne va pas tout rénover en même temps, mais on va d'abord s'atteler à cette problématique de médecins traitants, à cette problématique de permanence des soins, à cette problématique d'attractivité. Et puis on va avancer progressivement pour, vous le savez, modifier le système de santé comme je le souhaite, à savoir en faire un système de santé axé sur la réponse aux besoins et non plus sur l'offre. Parce que je pense que l'augmentation des besoins de santé de la population et la raréfaction de l'offre fait qu'un système, et on le voit aussi dans les pays voisins, qui est uniquement construit sur l'offre de soins, ne tiendra pas la route. D'ailleurs, il s'effondre aujourd'hui. La Lorraine, évidemment, ne pouvait pas ne pas sauter Mais sur eux, le ils micro. sont capables de me poser des questions pièges. Non. Sur la qualité des Mirabelles. Non, pas du tout. Monsieur le ministre, mon cher François, je suis ravi de te voir sur scène. Tu as devant toi beaucoup de confrères engagés dans la vie syndicale. Nous sommes nombreux ici à être très impliqués dans une organisation territoriale. Tu connais mon engagement en Lorraine sur ce qui concerne la permanence des soins. Trésorier de l'association départementale de permanence des soins, je regarde avec envie le trésorier de ma CPTS. Il est beaucoup plus confortable de travailler avec la CEPAM, ce n'est pas parce que le directeur de la CNAM est là, qu'avec l'ARS, parce qu'il y a en ce qui concerne la CEPAM une convention et un ACI. Pourquoi ne serait-il pas possible de signer un CEPOM, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'ARS et l'association départementale de permanence des soins? Que d'énergie, d'insomnie et de stress auraient été économisés chez nous depuis 2 ans, des deux côtés,
si nous avions pu planifier budget et calendrier de versement. En ce qui concerne la Moselle, mais je pense que d'autres régions sont prêtes, nous sommes prêts à nous engager, à définir des indicateurs de suivi et à signer. Eh ben, je savais, Jean-Daniel, que c'était une question piège parce que tu connais déjà la réponse. Bon, il faut... Enfin, moi, je veux lutter contre les bureaucratismes, pas contre l'administration qui est indispensable, mais comme tous ces blocages qu'il y a dans tous les coins. J'ai l'habitude de le dire, quand quelque chose fonctionne, c'est le cadre qui doit s'adapter à ce qui fonctionne et ce n'est pas l'inverse. Et j'ai vu par exemple beaucoup d'exemples cet été de collègues qui sont organisés en maison pluriprofessionnelle ou en maison entre médecins généralistes pour répondre aux soins non programmés de façon très très bien, qui m'ont appelé en disant « Oui, mais là, on va nous couper les vivres parce que ça s'arrête en septembre et que ça va être fini. » C'est pas possible. Donc moi, ma logique, c'est ça fonctionne, on adapte le cadre pour que ça fonctionne et, tu l'as dit, des résultats. Écoute, action, résultat, c'est pas moi, c'est la Première ministre, mais je suis complètement cet axe-là. Donc allons-y. Merci. Alors la CSMF, tu vas le voir, on vient parfois de loin, Oui. de très loin et du fin fond de l'océan Indien, mais aussi de nombreux territoires ultramarins. Et je ne sais pas ce que va dire notre amie Christine, mais ça nécessite et ils ont besoin d'une attention particulière. On sait que leurs actes de consultation subissent une majoration liée au coût de la vie. C'est pas le vrai, ou peu vrai, même s'il y a eu un petit progrès de 3%, monsieur le directeur général, demandé par l'unique CSMF contre la vie des autres, n'est-ce pas, monsieur le directeur général? C'est bien ça, non? Je sens que vous l'avez un peu kidnappé, là. Ah oui, mais il est là, il a un avion, il est coincé, donc il faut en profiter. Et puis il ne peut pas parler, là. Donc ça aide. Mais bon, je le ramène avec moi, comme ça vous ne lui ferez pas de mal. Faut qu'on rajoute une table. Mais non. Et donc sur les actes techniques, ça nécessite aussi cette attention particulière. Je parle d'eux, mais parce que je pense que le coût de la vie n'est pas le même. C'est loin de mes terres, mais c'est une attention qu'il faut avoir. Pardon, Christine. Non, mais vas-y. Ouais, effectivement, ce n'était pas que le propos, mais tu as bien compris qu'effectivement... Donc, je suis Dr Christine Kowalczyk, pardon, je suis présidente de la CSMF Réunion, présidente d'une URPS aussi locale. Nous sommes effectivement pas que je ne suis pas toute seule, nous sommes 13 d'hommes. Ce soir, nous avons une réunion d'hommes et nous sommes quand même 13 à être venus se déplacer. Ce n'est peut-être un bon chiffre, mais on va lever les conjointes. Donc, on est plutôt 11. Je voulais rebondir sur deux choses. D'abord, l'avenant 9, vous n'y étiez pas, mais quand même, il y a une sacrée ouverture, on va quand même le dire, effectivement. Donc, je remercie effectivement l'équipe précédente, mais Franck en faisait partie et je sais que l'a soutenu, tout ce travail qui a été fait sur l'indexation des actes techniques et le combien ça coûte. Ça a été entendu, mais ce n'est pas suffisant. Donc, on parle de l'attractivité. Si vous voulez de l'attractivité, il faut effectivement réfléchir au combien ça coûte. On avait déposé des dossiers, donc j'espère que le dossier indexation des actes techniques dans les DOM va être réouvert sur l'avenant, enfin sur la nouvelle convention. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais revenir plus sur l'organisation territoriale. Donc là, c'était ma question, je l'ai posée. La deuxième, c'est plus une remarque. Mon confrère vient de me le dire, donc je lui ai dit, tu vas parler? Il me dit PDSA. Je dis, bon, ben ouais, ça tombe bien, moi aussi. Mais du coup, je vais compléter et confirmer ce qu'il dit. Je suis investie sur la PDSA depuis des années. L'URPS a une mission d'organisation. Vous avez parlé des territoires. Il y a une visite ministérielle. Aujourd'hui, une de mes confrères est allée voir, avait une réunion avec l'ARS. Et je vais reprendre tous ces termes, juste les termes. Confiance, énergie. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre comme énergie pour essayer de convaincre les ARS de financer nos projets? Vous nous dites présenter quelque chose. Ok, on présente. Mais alors attendez, 18 mois pour ça, 15 mois pour ci, des nuits, des réunions, non indemnisées, tout ça dans le bénévolat le plus total, et vous nous dites allez-y, faites et on verra. Non, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Faites, mais donnez-nous déjà les moyens pour travailler sur ces projets, pour vous les déposer. Et après, justement, on a fait une proposition d'accompagnement à la PDSA sur, c'est une problématique réunionnais, mais sur les certificats de décès. On s'est entendu dire non, les URPS n'accompagneront pas, mais c'est une obligation déontologique. Donc on va inciter par, je l'appelle ça la coercition, parce qu'ils ont une responsabilité déontologique. Donc quand vous dites que vous accompagnez, ce n'est pas toujours la réponse des ARS locales. Donc à quand un guichet unique, on pourra peut-être remonter les informations plus haut et voir en fait qu'est-ce qui se passe quand il y a un dysfonctionnement sur les territoires. Alors, vous l'avez compris, on fait
je fais un pari sur effectivement la discussion et sur l'accompagnement des choses qui marchent. Laissez-moi le temps de le mettre en place, s'il vous plaît. Le Conseil national de la refondation santé se démarre là. C'est typiquement les sujets que vous aurez à traiter à l'échelle des territoires, avec des problématiques particulières les uns et les autres. Je l'ai dit, dès que je suis arrivé, que j'aurais une attention très particulière sur les territoires ultramarins. J'en connais un certain nombre, je connais leurs difficultés. J'ai pu suivre pendant cette crise Covid les problématiques quasi en direct de l'ensemble des territoires ultramarins. Et je sais que quand je parle de réponses diversifiées, je pense d'abord aussi aux territoires ultramarins. On ne peut pas apporter les mêmes réponses à La Réunion, à Mayotte et dans les Antilles qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple. Et donc, il faut faire cette différenciation. C'est vraiment tout l'enjeu des discussions qui vont démarrer, des débats que vous allez avoir à l'échelle vraiment des territoires. C'est le moment de faire remonter ça. Je suis désolé, je vais vous demander de le faire remonter encore une fois. Mais là, nous avons de quoi les traiter, les mettre au vu et au su de tout le monde aussi. Parce que la solution que vous avez trouvée à La Réunion, ce qui est intéressant, c'est de la montrer partout, parce qu'elle peut peut-être répondre à des problèmes ailleurs. Et puis voir après comment on la met en place. Donc allons-y, avançons vite, mais avançons dans l'ordre. Merci. Monsieur le ministre, mon cher confrère, c'est avec grand honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je suis Yves de Toriac, secrétaire général du Conseil régional de l'Ordre des médecins du centre de la France. Et pour reprendre le fil rouge de la boîte à outils que je trouve très bien, il y a un outil qui nous brûle un peu les doigts au niveau du Conseil régional. Je pense que c'est partout pareil, d'après ce que j'ai entendu, c'est le problème du PADU. Le problème du PADU, en fait, ces praticiens, je dirais, hors diplôme européen, qu'on veut écouter, qu'on doit écouter. Nous avons eu des visioconférences avec l'ARS et puis avec les responsables de la faculté pour, dans toutes les spécialités, que ce soit médecine générale ou toutes les autres spécialités, où on n'a retenu aucun dossier. Et dernièrement, l'ARS nous a donné effectivement 3 dossiers valables sur le centre de la France, et nous ne sommes absolument pas d'accord. Se pose le problème à ce moment-là ordinal, c'est-à-dire que déjà la région est très dépeuplée en médecins, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut mettre des médecins non qualifiés pour soigner des gens qui ont déjà du mal à trouver un médecin. Donc on a des jeunes médecins à qui on va demander de faire une 4e année de médecine. Je suis maître de stage, je m'occupe de tous ces jeunes aussi. Mais là, il y a un problème ordinal, c'est-à-dire qu'on ne voudrait pas que ces médecins qui sont dans une certaine incompétence... Le ministre nous quitte dans 3 minutes. Pardon, voilà. Bon, qu'ils ne soient pas forcément compétents, voilà, je vais aller vite, ne soient pas condamnés par le Conseil de l'Ordre parce qu'ils ont fait une erreur et que nos patients aient des problèmes. Voilà, c'est le problème du PADU. Le problème des PADU, je le connais bien parce que j'étais dans les commissions de qualification. 2400 médecins, là, avant la fin de l'année, qu'il faut valider. Pour autant, on ne va pas valider s'ils n'ont pas les compétences requises. Donc, le problème est clair. Il faut qu'on travaille avec eux, on en a besoin. Ce sont pour l'immense majorité de très bons médecins, mais ceux qui ne répondent pas aux critères de validation ne seront pas validés. Voilà, la RS nous pousse à la roue quand même. Hein. Oui, mais je suis sûr que vous êtes résistant. Alors aux universités d'été, on y accueille des jeunes et le président de l'ISNAR-MG, voilà, à toi. Oui, donc je me présente Raphaël Prénaud, je suis interne de médecine générale à Nantes et je suis président de l'ISNAR-IMG, le syndicat représentatif des internes de médecine générale. Je suis très heureux de vous entendre réaffirmer que l'obligation n'est pas la solution. Nous, en tant que représentants d'internes de médecine générale, le sujet de la 4e année est au centre de nos préoccupations. Est-ce que vous avez la même conviction de ne pas obliger les internes en 4e année de DES à réaliser cette année entièrement dans des zones sous-dotées, ce qui serait pour nous un grand coup de pied dans l'attractivité de notre spécialité et menacerait le remplissage des postes à la suite du concours qui est encore fragile. Dans la... Merci. Dans la lettre de mission que nous avons signée aujourd'hui avec Sylvie Retailleau, j'ai souhaité, elle aussi, que soit précisé que cette 4e année se ferait préférentiellement en zone sous-dotée, et préférentiellement surtout en ambulatoire. Donc les experts, dont votre ancienne présidente,
qui en fait partie, doivent voir, et je leur ai demandé de travailler sur la rémunération et savoir s'il y avait une ouverture sur une rémunération différenciée entre l'exercer en zone sous-dense et l'exercer en zone normale. Voilà. Donc j'attends leurs conclusions dans les 3 mois qui viennent et je pense que ce sera de bonnes conclusions. Merci beaucoup. Alors, encore 2 petites questions très courtes. La Lorraine, décidément, est... voilà. Oui, mon cher François, tu nous as quittés en plein vol. Je reparlerai d'un dossier que tu connais bien, c'est le SAS. Donc, pour être très synthétique, problème des horaires. Deuxièmement, problème des effecteurs. Tu l'as réglé en partie en nous offrant soins non programmés, SNP, cette majoration qu'on attendait depuis un moment. Reste le problème des régulateurs. Les régulateurs libéraux, s'ils ne sont pas dans leur cabinet, on a des soins non programmés. Et bien sûr, nous, on a fait appel beaucoup à des médecins retraités. Se pose le problème des charges pour ces médecins retraités, des jeunes retraités qui sont prêts à venir travailler, mais qui ne veulent plus être... qui ne veulent plus avoir à payer les charges, la retraite, etc., qui leur posent des problèmes. Donc ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, c'est le problème des SAS qui n'existent pas. Donc je parle un petit peu pour mes confrères des autres départements. Quand il n'y a pas de SAS, il n'y a pas de majoration. Et ça, peut-être qu'il faudra faire quelque chose. On en a déjà parlé à M. Fatoum juste avant. Je pense qu'il faudrait inciter à ce qu'il y ait une majoration possible pour les endroits où on est bien organisé et où il y a déjà une réponse pour les soins non programmés. Et puis, en dernier lieu, le financement. Tu connais nos problèmes de financement avec l'ARS et je pense que Jean-Daniel en a déjà parlé. Alors, très rapidement, Alain, pour ce qui est des médecins retraités, les choses avancent dans le bon sens. Après, c'est le sujet plus global. Quand on est au ministère, on voit les choses d'une autre vue. C'est le sujet plus global de la prolongation d'activité pour tous les retraités, finalement, dans toutes les professions. Mais en tout cas, on avance dans le sens de ce qui a été fait pendant le Covid et je pense que ça ira. Sur les zones où, si quelque part c'est organisé, c'est qu'il y a déjà un SAS. Voilà, soyons pragmatiques. Et faisons juste le petit pas en avant, le dernier kilomètre, on dit beaucoup dans les administrations, pour que cette organisation se rattache à la régulation médicale et il n'y aura pas de problème. En tout cas, je veux que les SAS soient déployés partout en 2023. Merci. Et puis dernière question, et encore merci, Jean-Claude Azoulay, médecin biologiste, président de son syndicat, sur une problématique qui est assez chaude en ce moment. Jean-Claude. Oui, bonjour Monsieur le Ministre. Donc, je suis président du syndicat national des médecins biologistes et je voudrais vous alerter sur un gros problème qui pèse sur la profession. Notre profession a conclu avec l'assurance maladie depuis 9 ans 3 accords de 3 ans de maîtrise de dépenses des santé. Cet accord a permis de limiter la croissance des dépenses de biologie à 3% en 9 ans contre 27% sur l'ONDAM et 12 et quelques pourcents pour l'inflation. Avec charges et produits, l'assurance maladie et monsieur le directeur général nous a annoncé qu'il serait décidé une baisse de 180 millions par an pendant 3 ans des dépenses de biologie médicale et que ces accords triennaux qui ont été considérés comme très vertueux par la Cour des comptes qui nous a audités n'existeraient plus et qu'à partir de ce moment-là, on devrait faire avec une instabilité et une incertitude sur le futur qui est extrêmement complexe pour nos entreprises. Il y a hier, vos services nous ont indiqué, avec un représentant de Bercy et un représentant de la DSS, que finalement, ça ne serait pas 180 millions, mais 250 millions qui seraient ponctionnés sur la biologie. On devra négocier avec l'assurance maladie, autrement, ça sera une mesure autoritaire qui s'appliquera le 1er février 2023, alors que nous avons une convention, alors que nous avons des accords, que nous avons été toujours respectueux de ces accords. On fait peser un danger réel sur la biologie médicale en faisant fi de tout ce qui existe actuellement. Nous avons proposé de participer avec un certain montant sur les dépenses du Covid. La Covid a coûté très cher. Les laboratoires ont fait beaucoup de chiffre d'affaires à ce moment-là. On est volontaire pour faire quelque chose au niveau de la Covid. On l'a proposé à M. Thomas Fatoum, qui, lui,
semble-t-il, n'est pas de cet avis et préférerait une baisse portant sur l'ensemble de la biologie qui pourrait mettre en danger les structures une fois que la Covid se terminera. Merci beaucoup. Ma position n'est sûrement pas de mettre en danger les structures ou de mettre en danger le maillage territorial de la biologie médicale, ce qui serait assez inacceptable dans la situation actuelle. Maintenant, je crois qu'il faut voir les choses en face et je n'ai pas l'habitude de me cacher. La rentabilité du secteur de biologie est quand même particulièrement élevée à l'issue de cette crise Covid, d'autant que c'est une activité qui est entièrement prise en charge par l'assurance maladie et les assurances complémentaires. Alors oui, je vais demander un effort conséquent, j'en suis bien conscient, à la biologie médicale pour 2023. Mais fidèle à ce que je disais tout à l'heure, je compte sur le dialogue, l'échange que vous allez avoir avec l'assurance maladie pour faire des propositions qui vont en ce sens. J'en ai discuté sur d'autres champs, avec les assurances complémentaires par exemple. J'ai un objectif, je laisse la liberté bien entendu aux gens de voir comment ils vont atteindre cet objectif. Mais que ce soit pour ça, que ce soit pour la permanence des soins, je le disais tout à l'heure, si le dialogue n'aboutit pas, je saurai prendre mes responsabilités et avancer vers ce qui doit être fait pour nos concitoyens. Le danger, c'est d'assister à des fermetures de sites de laboratoires. Donc la permanence de soins ne sera pas forcément assurée à ce moment-là. Merci. Voilà. Merci François. Merci Monsieur le Merci ministre. à vous. Merci de votre invitation. Infiniment pour ce temps d'échange. Je ne regrette pas d'être venu quand même. Merci. À l'an prochain. L'an prochain, il faudra aller un peu plus vers le sud-ouest, parce qu'a priori, on devrait mettre nos valises proches de Biarritz. Mais il ne fallait pas me dire ça, je signe tout de suite. Donc l'an prochain, même week-end, voilà, et rendez-vous à Biarritz. Si je suis encore là, ce sera avec plaisir. Non, mais on en est tous certains, convaincus. Merci beaucoup.